Alors bonjour, est-ce que tout le monde nous entend? Vous pouvez confirmer ici, s'il vous plaît, dans la boîte à côté, seulement pour qu'on puisse commencer, s'il vous plaît. Ok, parfait. Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Dio, je suis ici avec mon collègue Anthony. Bonjour à tous. Nous avons le plaisir de vous présenter ce petit webinaire concernant le statut fiscal RNH ici au Portugal et aussi aborder la question des crypto-monnaies, qui est un sujet assez intéressant qui aujourd'hui est beaucoup discuté dans notre quotidien. Tout d'abord, nous présenter notre cabinet. Nous sommes un cabinet d'avocats qui travaille un peu dans tout le domaine, essentiellement dans le droit fiscal. Moi et Anthony, nous travaillons dans le French Desk et dans le Tax Department. On travaille essentiellement avec le droit fiscal immobilier, bien que nous travaillons aussi avec d'autres domaines. Nous sommes basés à Lisbonne. Nous avons aussi un cabinet à Porto et au sud à Algarve. Alors, on va commencer un petit peu sur la définition des crypto-monnaies, crypto-actifs, blockchain. On va aborder tous ces sujets pour qu'on puisse avoir une discussion assez ouverte. Et n'hésitez pas après à nous faire vos questions, même pendant la présentation. Si vous avez des doutes, des questions, n'hésitez pas. Alors, quelques définitions sont adoptées quand on parle de crypto-monnaies. Certaines juridictions considèrent que c'est des valeurs mobilières, autres des instruments financiers, autres purement de la monnaie, de la monnaie mais virtuelle, d'autres des commodities, crypto-assets, crypto-funds. La chaîne désignée par un chèque désigné par le grand public libre représente toutes les transactions confirmées et incluses. Ça veut dire que toutes les transactions qui sont considérées par les crypto-monnaies sont notamment faites par cette chaîne, par ce canal qui s'appelle la blockchain. Avantages et inconvénients de la crypto-monnaie. Bon, il y en a plusieurs. Comme vous pouvez le comprendre, il est possible de transférer ces valeurs partout dans le monde. C'est pour ça que la crypto-monnaie est aujourd'hui très à la mode. Pourquoi? Parce que ça permet à des marchés qui sont moins développés de assurer, entre parenthèses, une partie de leur actif, de leur portefeuille, par exemple, s'ils ont dans une juridiction où, par exemple, il y a une grande déflation. C'est qui, par exemple, est le cas, entre parenthèses, aujourd'hui de l'Inde ou même de pays comme le Brésil. Donc, ça peut être une recherche, une source de valeur que vous pouvez déposer dans les crypto-monnaies. En plus de ça, c'est que vous avez l'avantage d'un genre de confidentialité parce que vous utilisez normalement des pseudonymes. Les utilisateurs sont représentés dans la blockchain avec des adresses alphanumériques associées à votre portefeuille qui est le portefeuille, on appelle ça normalement dans toutes les plateformes où ils sont transactionnés des crypto-monnaies, une wallet. Je ne sais pas si vous utilisez Revolut, si vous utilisez Coinbase, si vous utilisez Binance par exemple, mais tous ces, entre parenthèses, ces applications et ces plateformes digitales qui vous permettent de acheter et vendre de la crypto-monnaie ont une wallet associée à chaque utilisateur. Ça veut dire que chaque utilisateur a un genre de portefeuille et dans ce portefeuille, il peut transactionner la crypto-monnaie, changer cette crypto-monnaie par d'autres devises comme de l'euro, des dollars, etc. et faire des transactions avec ce portefeuille, tout simplement. Les transactions sont protégées par un cryptage de niveau militaire, ce qui est très difficile aujourd'hui d'essayer de brouiller le blockchain, d'accord? Ça veut dire que effectivement, c'est un réseau très sûr. Le réseau opère 24 heures sur 24, ce qui est un des grands avantages de la crypto-monnaie aujourd'hui vis-à-vis du marché traditionnel des actions. Ça veut dire que vous pouvez aussi transactionner et faire des opérations le week-end, chose qui n'arrive pas avec les marchés, disons, normaux. Par exemple, le Nasdaq ferme le vendredi et ouvre seulement le lundi. Paiement en bar, restaurant, dans quelques situations, il y a cette possibilité. Dans quelques juridictions, ici au Portugal, c'est pas encore très commun, mais j'ai déjà vu cette situation où vous pouvez aller à un bar ou un restaurant et par exemple avec votre carton de Binance faire des paiements, d'accord, même avec de la crypto-monnaie que vous avez dans votre wallet, d'accord, sans besoin d'autorisation et moyen de paiement privé. D'accord, c'est les grands avantages. Inconvénients, il y en a pas mal aussi. Sert de moyen de paiement sur le marché noir et d'autres activités économiques illicites, même si
un des arguments, c'est que dans le marché traditionnel, le marché réglementé, entre parenthèses, il y a aussi cette situation illicite. La plupart des portefeuilles d'échange n'ont pas de sécurité requise, ça c'est aussi un inconvénient. Forte volatilité au risque de bulle, transactions irréversibles, moyen d'acheter par exemple d'acheter des bitcoins sur plusieurs réseaux. Manque de protection, c'est la protection vis-à-vis de la non-réglementation. D'accord? Ça parce que pourquoi aujourd'hui on est en train d'assister à vraiment une révolution digitale. D'accord? Le futur, je pense que Diogo m'accompagnera sur ce sujet, mais je pense que le futur est vraiment digital et ces moyens de paiement vont être vraiment le futur de demain. Et donc, il faut accompagner, je pense que les États devront accompagner ce mouvement sous peine d'être mis à l'écart par la technologie. Donc, je pense que les États vont devoir adopter des réglementations qui soient adaptées à cette réalité de transactions instantanées, parce que sinon, les États vont rester derrière et les monnaies normales, disons normales, vont commencer à perdre leur influence dans le monde. Ce qui est bon et aussi mauvais d'un côté, parce que, pourquoi? Parce que comme je vous ai dit, il n'y a aucune réglementation aujourd'hui. Et donc, si les États n'arrivent pas à réglementer ça d'une façon assez cohérente vis-à-vis des transactions qui sont assez instantanées, ça va être vraiment un cauchemar pour tout le monde. Le prix n'est pas transparent, précisément à cause de cette manque de protection. Et le système d'exploitation des fois est défaillant. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas aussi une réglementation associée. Qui n'a jamais, par exemple, eu des difficultés à vendre ses crypto-assets sur une plateforme? Par exemple, hier, il y a eu un gros crash sur le monde digital, sur le monde des crypto-monnaies avec des dévalorisations de 30-40%, et qui a essayé de vendre hier, il y avait un certain moment où vous n'avez pas réussi à vendre. Ça m'est arrivé aussi. Donc, si effectivement vous avez hier eu cette expérience, c'est pas une expérience qui est très saine pour le bien du marché. D'accord? Des informations ayant peu d'affinité avec la vérité. Entre parenthèses, d'accord? C'est toujours comment vous dire ça? C'est toujours un argument qui peut être utilisé tellement pour le marché commun comme par le marché des crypto-monnaies. Donc, c'est des arguments qui peuvent être utilisés d'une façon ou d'une autre. Alors, en ce qui concerne le régime juridique des crypto-monnaies, il y a diverses activités liées aux crypto-monnaies ne relèvent pas de la législation européenne sur les services financiers, mais sont couvertes par les lois nationales. Au Portugal, il n'y a pas de réglementation concernant les monnaies virtuelles, car leur création n'est pas contrôlée par une autorité centrale et les transactions peuvent être effectuées entre utilisateurs sans avoir recours à des intermédiaires. Bien qu'elle présente l'avantage qui justifie largement sa demande et qui est fait de cette valeur numérique n'est finalement pas soumise aux politiques monétaires selon les termes définis par les banques centrales, l'absence de réglementation génère des doutes, notamment dans le cadre du droit fiscal. C'est précisément ça. Donc, c'est qu'est-ce qu'on avait dit précédemment. Ça veut dire que aujourd'hui, on a une défaillance au niveau de la réglementation au niveau européen. Ça veut dire que les États sont en train de travailler sur cette présentation, sur comment réglementer cette situation, mais le grand doute, c'est vraiment au niveau fiscal. Pourquoi? Parce que, par exemple, du point de vue portugais, acheter et vendre des crypto-monnaies comme ça, sans que ça soit votre activité professionnelle, n'a aucune imposition. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une typification dans le code fiscal portugais qui dit que la vente des crypto-actifs est considérée comme une plus-value, est considérée comme autre revenu imposable. Donc, ça veut dire qu'on est vraiment dans un flou qui nous permet, entre parenthèses, de pouvoir adopter quelques mesures ou quelques actions pour que nous puissions faire, entre parenthèses, de l'argent sans problème ou sans être imposé directement. D'accord? En ce qui concerne la TVA en tant qu'impôt, l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 22 octobre du dernier 2015 a répondu à la question de l'application de l'exonération de la TVA aux opérations qui ont pour l'objet les monnaies, les billets de banque et les pièces. Concernant l'article 135, paragraphe 1.e, cette disposition stipule que les États membres exonèrent les transactions portant notamment sur les devises, les billets de banque et les pièces ayant cours légal.
En conclusion, les monnaies virtuelles sont exemptées de la même manière que les monnaies traditionnelles, à condition que ces opérations financières aient été acceptées par les parties à une transaction comme moyen de paiement alternatif et n'aient pas d'autre but que de servir de moyen de paiement. Relativement à cette situation, je pense qu'on aura du nouveau très prochainement. Pourquoi? Parce que là, qu'est-ce que l'arrêt nous dit? C'est que sur les transactions online, il n'y aura pas d'imposition au niveau de la TVA vis-à-vis d'une transaction qui soit associée à des crypto-monnaies. Je pense qu'il y aura du nouveau très prochainement. L'Union européenne est en train de travailler arduement pour essayer de législer dans le sens où il y aura un cadre juridique bien défini au niveau de la TVA et au niveau de l'imposition sur les opérations qui seront faites à travers les crypto-monnaies. Donc, il faut faire très attention cette année aux prochaines réglementations, à la prochaine législation qui sortira. Dans le cadre de l'IRS, c'est-à-dire de l'impôt sur les revenus des personnes physiques, il y a déjà une information contraignante délivrée par l'administration fiscale qui clarifie ce sujet. La crypto-monnaie peut générer différents types de revenus. Gains obtenus par l'achat et la vente d'unités monétaires virtuelles, l'obtention de commissions pour l'appréciation de services liés à l'obtention de la crypto-monnaie ou des gains provenant de la vente de produits ou de services en crypto-monnaie. Dans ce cas, seule la première situation a été évaluée. Les revenus de la vente de devises cryptographiques ne sont pas imposables dans le cadre de l'IRS, ni dans le cadre de la catégorie E, revenus de capital, ni dans le cadre de la catégorie concernant les augmentations des actifs. Exactement. Donc, basiquement, on a déjà une information de la part de l'autorité fiscale portugaise qui nous clarifie sur les types de revenus qui peuvent être générés par des cryptoactifs. Et donc, ça peut être des gains, ça peut être aussi par rapport à l'obtention des commissions qui sont directement liées à une prestation de service qui a été liée. Par exemple, vous disiez comme ça, Anthony, gère mes actifs et tu gagnes une commission. Ça, c'est une chose. Et des gains provenant de la vente du produit ou de service de crypto-monnaie. Comme j'étais en train de vous dire tout à l'heure, il peut y avoir plusieurs types de gains associés, notamment la vente, ce qui produira, entre parenthèses, une incrémentation patrimoniale dans votre sphère juridique. Et donc, ce qui veut dire que les revenus obtenus dans la vente de crypto-monnaies ne sont pas imposés au Portugal, à condition, bien évidemment, que ça soit votre activité professionnelle ou commerciale. Ça veut dire que si vous faites ça seulement comme un hobby, entre parenthèses, vous ne serez pas, ce n'est pas légitime de vous imposer au Portugal vis-à-vis de quelques transactions que vous faites par an. D'accord? Diogo, si tu veux lire le reste, je t'en prie. Alors, les revenus générés dans le cadre d'une activité et non en fonction de l'origine des revenus sont imposés dans la catégorie B. L'exercice de l'activité est déterminé par son caractère habituel et l'orientation de l'activité vers l'obtention d'un profit. Dans ce cas, le contribuable est tenu de respecter les obligations de déclaration prévues dans l'article 3e, paragraphe 6e du Code concernant l'impôt l'impôt sur les revenus des personnes physiques. C'est-à-dire émettre une facture chaque fois qu'il y a une vente et une fourniture d'un service. L'administration fiscale souligne que si la catégorie B est applicable en concurrence avec l'une des autres catégories précédentes, elle prévaudra. Exactement. Donc, c'est vraiment dans une situation bien spécifique, d'accord? C'est vraiment quand l'activité d'achat et de vente ou de gestion de crypto-monnaie est vraiment votre activité principale et votre activité professionnelle. Sans cette liaison directe entre les cryptoactifs et une profession, vous ne serez pas imposé du point de vue portugais. La nécessité d'une stratégie financière numérique. Avec le développement de la technologie et des modèles commerciaux, les consommateurs et les entreprises européennes utilisent de plus en plus les services financiers numériques à des fins diverses. Ces dernières évolutions, combinées à la numérisation forcée des finances, créées par la pandémie du coronavirus, ont aidé les citoyens et les entreprises à faire face à cette situation sans précédent, mais ont également modifié la nature et l'ampleur des risques pour les consommateurs et sa stabilité financière. L'adoption de la finance numérique libérée, l'innovation européenne et créé des opportunités pour développer de meilleurs produits financiers pour les consommateurs. Mais elle soutiendrait également la stratégie de relance économique de l'Europe et la transformation économique plus large. En effet, elle offrirait des nouveaux canaux
pour mobiliser des financements à l'appui du Green Deal et de la nouvelle stratégie individuelle pour l'Europe. Pourquoi? Parce que voilà, c'est vraiment des moyens de paiement et c'est vraiment une stratégie qui doit être mise en place. Pourquoi? Pour favoriser ces transactions instantanées, cette incrémentation de valeur qui peut être fait très rapidement. C'est pour ça que on dit qu'il y a cette nécessité d'une nouvelle stratégie financière et numérique pour pouvoir faire avancer nos entreprises, tout simplement. Bon, on parle beaucoup de l'euro numérique, s'il va exister ou pas. C'est une déclaration conjointe qui a été publiée le 19 janvier dernier avec la Commission européenne, le Banque centrale européen et tous les autres, basiquement, instituts qui font part de l'Union européenne pour parler sur l'émergence des cryptoactifs et étudier la possibilité d'émettre un euro numérique en complément des solutions de paiement en espèces fournies par le secteur privé. Bon, ce projet promettrait de résoudre les principales questions techniques de conception et de fournir au BCE les outils nécessaires pour être prêt à émettre un euro numérique si une telle décision était prise. Sincèrement, je pense que ça sera très difficile de le faire vis-à-vis de la déflation qui pourrait être associée à cette situation. Maintenant, l'introduction éventuelle d'un euro numérique est tenue en compte et on patiente basiquement des nouvelles à ce sujet. Qu'est-ce qui se passe récemment? Cette initiative, c'est-à-dire directive sur la coopération administrative, afin de garantir que les règles de l'Union européenne restent alignées sur l'évolution de l'économie et incluent d'autres domaines tels que les cryptoactifs et la monnaie électronique, e-money. Voilà, donc c'est vraiment dans le segment de l'euro numérique qu'on a aussi cette directive sur la coopération administrative qui vient nous dire basiquement que toutes les règles qui sont dans l'Union européenne doivent être prises en compte par les plusieurs États pour que, et notamment dans le domaine des cryptoactifs et de la monnaie électronique. La Banque du Portugal assume la supervision des crypto-monnaies, c'est-à-dire la Banque centrale de la République portugaise. Cette banque devient responsable de l'enregistrement des entités qui effectuent des services d'échange entre les actifs virtuels et la monnaie fiduciaire, fiat currency, ou entre plusieurs actifs virtuels, des services de transfert actifs virtuels et des services de garde, de conservation et l'administration d'actifs virtuels ou d'instruments qui permettent de contrôler, de détenir, de stocker ou de transférer ces actifs, y compris les clés cryptographiques privées. Il y a lieu aussi à la vérification du respect des dispositions légales et réglementaires applicables en matière de prévention du blanchissement de capitaux et financement du terrorisme. Alors, exactement. Donc, même s'il n'y a pas de réglementation liée directement à la crypto-monnaie, il y a une supervision qui sera tenue en compte par la Banque du Portugal si vous développez ici une activité commerciale qui est directement liée aux crypto-actifs. Ça veut dire que si demain vous ouvrez une société et que le but des sociétés, l'objet social de cette société est faire la gestion de crypto-actifs, vous devez communiquer cette situation à la Banque du Portugal pour que la Banque du Portugal ait une notion concrète de qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Même s'il n'y a pas de réglementation, il y a cette situation de supervision qui sera tenue en compte par la Banque du Portugal, bien évidemment, ici au Portugal. Le partenariat européen blockchain. Le partenariat a vu le nombre de ses membres augmenter et la Commission européenne a déjà entamé les travaux préparatoires d'un sandbox réglementaire pan-européen pour les cas d'utilisation dans l'infrastructure européenne des services de blockchain et en dehors de l'EFSI, notamment pour la portabilité des données, les espaces de données entre entreprises, les contrats intelligents et identité numérique dans les secteurs des soins de santé, de l'environnement, de la mobilité, de l'énergie et dans d'autres secteurs clés. Tout à fait, exactement. Donc, pourquoi choisir le Portugal vis-à-vis de cette situation? Bon, c'est assez simple de comprendre. Le Portugal n'a pas taxé les revenus générés par ses monnaies numériques. Basiquement, c'est qu'on n'a pas de réglementation. Donc, n'ayant pas de réglementation, il y a cette tendance à n'avoir aucune imposition associée. Décision contraignante émise par l'autorité fiscale portugaise, ce qui est très intéressant. Pourquoi? Parce qu'on a déjà une décision de l'autorité fiscale portugaise qui vient entre parenthèses, encadrer juridiquement cette situation et nous dit noir sur blanc
que cette situation, si elle ne fait pas partie de votre activité professionnelle, n'est pas imposable. Le régime fiscal des résidents non habituels qu'on va parler juste après, qui peut être allié à cette situation des crypto-monnaies et peut être très avantageux pour vous, qui est valable pendant 10 ans, qu'on va parler juste après. Et le régime, bien évidemment, des Golden Visa pour les citoyens qui demeurent hors de l'Union européenne et qui n'ont pas de citoyenneté européenne et qui veulent résider ici, au Portugal, à travers une autorisation de résidence vis-à-vis d'un investissement au Portugal. Investissement immobilier, un investissement à travers un transfert de liquidité vers une banque portugaise, à travers, par exemple, la participation, l'achat de plusieurs actions qui font partie d'un portefeuille d'investissement, c'est possible aussi, notamment à travers des fonds d'investissement, que c'est aussi possible. Donc, il y a plusieurs situations dans le régime du Golden Visa qui peut vous ouvrir les portes de l'espace Schengen ici à partir du Portugal pour pouvoir librement circuler dans l'Europe. Disons l'Europe, espace Schengen. Alors, le régime des résidents non habituels, donc c'est un régime fiscal qui attire beaucoup de monde au Portugal pour les nouveaux résidents. C'est un régime très fameux. Et pour pouvoir bénéficier de ce statut fiscal, il y a 2 requis qui doivent être remplis par la loi fiscale, c'est-à-dire ne pas avoir été qualifié comme résident fiscal au Portugal dans les 5 dernières années et changer la résidence vers le Portugal comme en tant que résident fiscal au Portugal, c'est-à-dire en restant plus de 183 jours suivis ou intercalés en toute période de 12 mois ayant début ou fin de l'année en question, ou étant resté moins de temps disposant de quelques jours de la période de 12 mois d'une habitation qui laisse supposer l'intention actuelle de maintenir et occuper celle comme la résidence principale et habituelle. L'imposition pour un résident non habituel, c'est-à-dire ce statut qui est valable pendant 10 ans, comme Anthony vient de l'indiquer, offre beaucoup d'avantages fiscaux pour celui qui bénéficie de ce statut. Règle générale, il n'y a pas d'imposition sur les dividendes, intérêts, royalties, plus-value immobilière, tout comme les loyers d'immeubles. Il y aura… De sources étrangères, bien évidemment, d'accord. D'accord, c'est précisément cette situation. Il n'y a aucune imposition vis-à-vis de ces revenus, mais qui sont de sources étrangères. Si ce sont des revenus qui sont générés au Portugal, effectivement, il y aura une imposition. Il y aura lieu aussi à l'application de 20% d'imposition sur les revenus de travail résultant d'activités d'autres valeurs ajoutées, c'est-à-dire l'administration fiscale portugaise dispose d'une liste qui a été déjà actualisée, d'où il figure les plusieurs activités considérées d'autres valeurs ajoutées et qui seront imposables à un taux forfaitaire de 20% au lieu des taux progressifs qui peuvent aller jusqu'à 48% ici au Portugal. Il y aura aussi l'application de 10% sur les pensions de retraite de sources étrangères. Avant le budget d'État 2020, il y avait l'exonération totale, mais c'est un changement qui a été important dans le régime. Les revenus ayant source dans un paradis fiscal sont imposés au Portugal, sont imposés sur Portugal à un taux aggravé. Il n'y a pas d'impôt sur les donations entre parents et enfants ici au Portugal, mais il y aura lieu à 10% d'imposition sur les donations dans l'autre partie, c'est-à-dire du point de vue fiscal portugais, entre les parents et, c'est-à-dire dans une relation de famille directe entre parents et enfants, il n'y a pas d'imposition dans le cadre des donations, mais dans les autres relations de famille, il y aura lieu à l'application de 10%. Et au Portugal, il n'y a pas d'impôt sur les successions et l'approbation du statut fiscal ici au Portugal maintenant prend environ 24 heures à 48 heures et est valable pendant 10 ans. Comme vous pouvez voir ici, c'est un petit résumé de ce que Diogo vous a indiqué. Ça veut dire que si vous avez une entreprise, vous êtes résident fiscal au Portugal et vous distribuez des dividendes, selon la convention fiscale, par exemple, entre le Portugal et la France, quand vous distribuez ces dividendes vers le Portugal, vous allez le déclarer ici au Portugal, mais vous ne serez pas imposé. Ça veut dire qu'il pourra avoir, bien sûr, une retenue à la source du point de vue français, comme la convention fiscale entre le Portugal et la France ainsi l'impose, mais du point de vue portugais, vous allez le déclarer, mais vous serez totalement exonéré. Pension, intérêt 0%, royalty 0% aussi. Pension privée, c'est les 10% qu'on était en train de vous parler. Pension publique, normalement, ils sont imposés à la source, et donc, ce sera toujours l'État qui paye ces pensions qui aura le droit d'imposer
le Portugal imposera 0. Les plus-values mobilières, de sources étrangères sont imposées ici au Portugal. D'accord. Le statut n'exonère pas ces situations. Ça veut dire que si vous vendez une action, si vous avez acheté une action en 2020, vous le vendez en 2021, en 2022, vous allez devoir déclarer cette vente avec le prix de l'achat, le prix de la revente et cette plus-value, la plus-value qui sera définie entre l'achat de la vente et l'achat et le prix de l'achat et le prix de la vente. On calcule la différence et ce montant-là sera imposé à 28%. 0% pour les plus-values immobilières de sources étrangères, on est tout à fait d'accord. Les plus-values immobilières portugaises, de sources portugaises, seront imposées. Revenus fonciers étrangers, 0% aussi. Attention que les revenus fonciers qui sont générés ici au Portugal sont imposables. Unit link, c'est une situation très spécifique. Ici, on a ce qu'on appelle ici les taux dégressifs. Et les SICAV, tout dépendra du revenu qui sera généré par ce SICAV. Mais si vous avez un SICAV, bien évidemment, nous serons ravis de pouvoir l'analyser concrètement et objectivement. En 2009, il y a eu deux changements dans le régime des RNH qui entrent en vigueur le 1er janvier 2021. C'est-à-dire qu'il y a eu un élargissement de la liste des activités professionnelles acceptées, c'est-à-dire celles considérées comme haute valeur ajoutée, et la fin de la reconnaissance préalable des activités d'autres valeurs ajoutées. C'est exactement ces deux changements qui ont eu lieu à partir de janvier 2020 et qu'il nous permet de définir plus concrètement quelles sont les activités qu'on peut considérer comme de haute valeur ajoutée ou pas, parce que la liste est élargie, ce qui est un avantage pour nous, parce qu'avant on avait quelques difficultés à pouvoir encadrer certaines professions. Aujourd'hui, la liste est plus large, donc on a plus de facilité dans ce sens. La fin de la reconnaissance préalable des activités de haute valeur ajoutée, c'est aussi une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce qu'avant, pour bénéficier des 20% forfaitaires, que Diogo a expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire que si vous développez ici une activité qui est considérée comme de haute valeur ajoutée, vous pouvez avoir une imposition qui est de 20% au lieu du barème progressif. Mais avant, il fallait faire une requête préalablement en disant que oui, moi, j'ai une activité qui est considérée comme de haute valeur ajoutée et dans ce cadre-là, je dois être imposé à 20%. Aujourd'hui, cette situation n'existe plus, donc on fait la déclaration d'impôt comme si vous étiez imposé à 20%. Et après, l'autorité fiscale portugaise vous demandera quelques éclaircissements vis-à-vis de l'activité. Et donc là, à partir de ce moment-là, il faudra effectivement prouver que vous avez une profession de haute valeur ajoutée à travers vos diplômes, à travers l'activité que vous développez ici au Portugal, à travers les contrats que vous avez signés avec les autres parties, etc., etc. On peut voir ici, c'est la liste qui est assez grande, médecins, dentistes, enseignants universitaires, auteurs, journalistes, techniciens, agriculteurs, ouvriers, opérateurs d'installation de machines, ouvriers d'assemblage, etc. La reconnaissance, comme j'étais en train de vous le dire avant, il y avait une requête, après on attendait l'approbation et seulement après nous remplissons la déclaration d'IRS avec les 20%. Aujourd'hui, on remplit directement la déclaration et si l'autorité fiscale a un doute, elle nous notifie et nous, on répondra. Nous avons été ravis de passer ce petit moment avec vous. J'espère que cette présentation a été productive pour vous. Nous sommes à votre entière disposition. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à entrer en contact avec nous par email. On sera ravis de vous répondre. Vous avez ici nos emails amera@cahier-de-guerrero.com et demelo@cahier-de-guerero.com. Merci pour votre participation. Et nous serons ravis de vous éclaircir vos questions si vous avez et nous continuons toujours à votre disposition. Merci, une très bonne journée et à très bientôt. Merci, à bientôt.